Bon, ben, bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut commencer. Il est 1h05. Normalement, tout le monde est arrivé. Donc, puis l'enregistrement est commencé. Oui. Parfait. OK, ben, je vais commencer. Je m'appelle Simon-Pierre Deschênes. Je suis étudiant au doctorat dans le Norlab aussi. Ma recherche est centrée sur la cartographie et la localisation LIDAR. C'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Oui. C'est ça. Sans trop perdre de temps, on va entrer dans la présentation. OK, il faut que je clique ici. Oui. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la présentation de Dominique, quand il expliquait qu'est-ce qu'est un robot, il vous avait expliqué que dans le fond, pour interagir avec son environnement, un robot a besoin de capteurs qui vont aller prendre des mesures de l'environnement. Avec des algorithmes, on va traiter ces mesures-là. Puis, selon les résultats, on va utiliser nos actuateurs pour aller interagir, aller modifier l'environnement ou se déplacer dans l'environnement. Aujourd'hui, la présentation va se concentrer surtout, sur un capteur en particulier, le capteur LIDAR, puis sur les algorithmes qu'on va utiliser pour traiter ces données-là, de façon à se construire une carte de l'environnement. Dans le petit diagramme de Venn ici, comme vous le savez, on a besoin de perception, de contrôle et de planification pour avoir un véhicule autonome. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la perception. C'est ça. Premièrement, pour motiver un peu la présentation d'aujourd'hui, j'ai trouvé une petite vidéo qui vous dit, qui illustre bien à quoi ça sert de se localiser. Parce que une idée, disons, la solution naïve, ça pourrait être de dire on sait qu'on se déplace. Je vais faire jouer la vidéo en même temps. La flèche. La flèche. Wow. Oui, merci. Mais c'est ça. Une solution naïve, ça pourrait être de dire on envoie des commandes au moteur. Si on envoie une commande pendant 2 secondes, on sait qu'on va avancer, disons, de 2 mètres si on roule à une vitesse de 1 mètre par seconde. Puis, ça fonctionne dans des conditions parfaites, disons. S'il n'y a aucun glissement des roues, puis s'il n'y a aucune erreur quand on effectue les commandes, si le moteur effectue parfaitement les commandes qu'on lui envoie, ça va bien fonctionner. Mais aussitôt qu'il y ait des perturbations qui viennent de l'environnement, ça ne fonctionnera plus. Si on voit... Est-ce qu'il y a moyen d'avancer la vidéo? Non. Enlève le pointeur à droite. Ah, OK. Parfait. Enlever le pointeur. OK. C'est ça. Ici, on peut voir après 1 minute. Non, il ne veut pas. OK. Ouais, c'est ça. Là, c'est plate, là, mais dans la vidéo, après 1 minute, on voit qu'est-ce que ça donne si on essaie de se localiser en utilisant les encodeurs des roues. Puis on voit qu'après peut-être une dizaine de mètres, le robot est plus capable du tout de faire le carré qu'il est supposé faire. Il est rendu complètement à côté. C'est pour ça qu'on veut faire de la localisation, c'est parce que juste en utilisant les encodeurs du robot, disons, ou des timers, c'est pas long qu'on accumule de l'erreur, puis qu'on va dériver de la trajectoire qu'on veut effectuer, disons. Puis, comme ça avait été dit aussi auparavant, le problème de SLAM, localisation et cartographie simultanée, c'est un problème qui est difficile à régler parce que d'un côté, on a besoin d'une carte pour se localiser, puis de l'autre côté, pour se localiser, ça nous prend une carte. C'est un peu le problème de l'œuf ou de la poule. Pour régler le problème de SLAM, on n'a pas le choix de s'attaquer à ces deux angles-là en même temps. Il existe différentes façons de se localiser. Par exemple, avec des GNSS. En passant, GNSS, c'est l'acronyme plus général que GPS. Le GPS, c'est américain. C'est ça. Avec les GNSS, on est capable d'obtenir la position du robot de façon assez précise. Par contre, ces capteurs-là vont avoir des avantages. Par exemple, à l'intérieur ou dans des environnements souterrains, on n'a pas accès au signal GNSS. Puis aussi, dans les villes, des fois, il va y avoir des réflexions sur les bâtiments. Ça va créer des incertitudes.
Par contre, dans un champ ouvert où il n'y a aucun building, rien, ça va être très précis. Il existe aussi la localisation par caméra. Olivier en avait parlé un peu pendant sa présentation. Mais dans le fond, en allant détecter les features dans les images, puis en traquant ces features-là, on est capable d'estimer un peu le déplacement du robot. Par contre, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la cartographie, sur la localisation LIDAR. Donc, je vais vous en parler plus tard, mais on va utiliser ce qu'on appelle des algorithmes de recalage pour estimer le déplacement du robot dans son environnement. Ici, on peut voir justement un robot qui se localise dans une forêt. C'est une vue de haut, là. On voit la carte. Les points de couleur, c'est la carte. Puis la flèche rouge, c'est la position du robot dans la carte. Ça, c'est un projet qu'on a fait au laboratoire. Donc, c'est ça. Je vais sauter dans le vif du sujet. Les lidars, comme ça avait été dit dans les présentations précédentes, c'est un capteur actif, comme les radars et les sonars. Il existe différents types de lidars. Il y en a qui vont utiliser le déphasage du faisceau de retour pour calculer la distance. Il y en a aussi qui vont utiliser le temps de vol de l'impulsion laser qui va être envoyée. Peu importe. Dans le fond, les lidars, ça nous retourne toujours un nuage de points 3D de l'environnement autour du robot. Puis, c'est un capteur actif. Donc, il va avoir l'avantage de ne pas dépendre de l'illumination, par exemple, du soleil, comme les caméras. Puis, mais par contre, il va utiliser plus de courant. Donc, c'est ça. Ici, c'est un peu pour expliquer comment ça fonctionne un LIDAR. C'est un laser qui tourne. On peut voir en bas à gauche là, une petite animation qui montre comment ça fonctionne un LIDAR 2D. Dans le fond, le LIDAR va envoyer des impulsions laser à différents endroits. Il va calculer le temps que ça prend pour l'impulsion laser pour aller frapper une surface puis revenir à lui. Connaissant la vitesse de la lumière, il va être capable de calculer la distance de l'objet selon le temps de vol de l'impulsion laser. Puis en faisant ça dans différentes directions, il va être capable de se construire un scan de 360 degrés autour de lui. Ça, c'est le fonctionnement d'un LIDAR 2D. Un LIDAR 3D, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. C'est juste qu'à la place d'avoir un laser qui tourne, on va avoir plusieurs lasers qui vont tourner en même temps, typiquement 16, 32, 64 ou 128 lasers. Puis ça va nous donner des nuages de points qui ressemblent à ce qu'on voit en bas à droite ici. Ici, ça doit être un 64 ou 128 lasers en même temps. Donc, c'est ça. Comme je disais, les capteurs LIDAR, ça va nous donner l'information 3D de l'environnement. C'est robuste au changement de luminosité, d'illumination, en fait. Ça fonctionne aussi bien dans le noir qu'en plein jour. Puis la précision des mesures va être très élevée. Par contre, contrairement, en fait, comme je l'ai dit, c'est un capteur LIDAR va envoyer des impulsions laser dans différentes directions. Mais entre deux impulsions laser qu'il va envoyer, il n'y aura pas d'information. Donc, on dit que la résolution est assez faible, par exemple, comparé à une caméra qui, elle, il n'y a pas de trou dans les données d'une caméra. Là. Une image, tu vois vraiment l'information partout devant toi. Ensuite, aussi, la fréquence d'acquisition est assez faible. Typiquement, les lidars aujourd'hui vont avoir des fréquences d'acquisition de 10 ou 20 Hz, les capteurs lidars qui sont utilisés en robotique. Mais la plupart du temps, c'est 10 Hz. Donc, ça va, étant donné qu'on a une fréquence d'acquisition limitée, on va aussi avoir une fréquence de localisation qui va être limitée. Puis, c'est plus coûteux historiquement que les capteurs, que les caméras, disons. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste encore un peu plus cher que les caméras. Ici, on peut voir la première utilisation massive des lidars, ça a été pendant le DARPA Grand Challenge en 2005. C'était des capteurs 2D qui étaient utilisés parce que dans ce temps-là, les capteurs 3D n'existaient pas encore. Ça a motivé justement le développement des capteurs lidar, cette compétition-là. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser ce qu'on appelle des algorithmes de recalage pour se localiser avec des capteurs lidar. Qu'est-ce que c'est un algorithme de recalage? Dans le fond, imaginez-vous juste une boîte noire on vous donne une carte de l'environnement sous forme de nuage de points, puis on vous donne un scan qui vient d'être pris par le capteur LIDAR. Le but de l'algorithme, c'est juste de dire
ce scan-là, il a été pris où dans la carte? Disons que j'ai une carte de la salle ici aujourd'hui. Est-ce que mon scan a été pris dans le coin au fond à droite, au fond à gauche? C'est juste ça le but d'un algorithme de calage. Il va dire où le scan a été pris dans la carte. On peut voir ici un exemple à gauche. Et on va avoir un nuage de points bleus. Les points vont représenter, disons, un corridor vu de haut. Puis on va avoir un nuage de points orange qui représente le scan qui a été pris par le leader. Puis si on est capable de dire où le scan a été pris dans le corridor, on est capable de dire où se trouvait le robot quand il a pris ce scan-là. Puis la vidéo à droite ici, je ne serai sûrement pas. Ah oui, je suis capable. Okay. Alors, on voit ici les points de couleur, c'est la carte. Les points blancs, c'est ce que le leader du robot voit en ce moment. Puis on est capable de se localiser dans la carte grâce au scan 3D du leader. C'est ça. Donc, vous savez maintenant que ça prend un algorithme de recalage qui va nous dire où on est dans la carte. Je vais vous expliquer plus précisément comment ça fonctionne, ces algorithmes de recalage-là, mais avant, je vais juste un petit peu formaliser c'est quoi un nuage de points. On va dire que c'est un ensemble discret de points dans l'espace. L'ordre dans lequel l'ensemble est, c'est pas important. Tant que les mêmes points se retrouvent dans le nuage, dans l'ensemble, ça va rester le même ensemble. Puis un point, ça va être un vecteur 3D qui contient la position en X du point, la position en Y du point, et la position en Z du point dans l'espace. C'est aussi possible d'ajouter des descripteurs dans le nuage de points. Des descripteurs, c'est des informations supplémentaires, comme par exemple l'intensité. Comme je vous ai dit, un capteur LiDAR, ça envoie des impulsions laser, puis ça attend le retour. Puis quand l'impulsion laser revient, on va mesurer l'intensité du retour. Puis peut mettre cette information-là pour chacun des points dans le nuage de points. On peut aussi mettre de l'information sur la normale, en fait la direction dans laquelle la surface est orientée, la surface qui a été touchée par le laser, puis aussi des informations de couleur. Mais je vais en parler plus tard à quoi ça sert, toutes ces informations. Puis en bas ici, on voit un exemple de capteur de scan 2D, puis d'un nuage de points 3D à droite ici. Donc, c'est ça. Maintenant que vous savez exactement c'est quoi un nuage de points, un algorithme de recalage prend en entrée deux nuages de points, puis lui, il va essayer de trouver quelle transformation permet d'aligner le mieux possible les deux nuages de points. Ici, par exemple, à gauche, on a deux nuages de points, un bleu puis un rouge, du même objet, c'est le Stanford Bunny. Puis, on va essayer de trouver la transformation qui va aligner le mieux possible les deux nuages de points. Même chose ici à droite, on va essayer d'aligner les deux portions de corridor qui ont été vues par le leader. Typiquement, en fait, les algorithmes de recalage, comment ça fonctionne, c'est qu'on va déplacer, il va y avoir un des deux nuages de points qui va rester statique. Ici, par exemple, le cube gris ne bougera pas. Puis, il va y avoir l'autre nuage de points, le cube rouge, lui, il va se déplacer. Donc, c'est ça, on essaye de trouver la transformation qui va prendre le nuage de points rouge pour l'aligner au nuage de points gris qui, lui, ne bougera pas. On va appeler le nuage de points qui se déplace la lecture, puis on va le noter P. Puis le nuage de points qui ne se déplace pas, on va l'appeler Q. On va l'appeler la référence aussi. Donc, comment ça fonctionne, les algorithmes de recalage? C'est assez simple. On a un exemple ici. Là. Premièrement, on va trouver quel point. On va faire des associations entre les points de la référence puis les points de la lecture. Puis, on va itérer de façon à minimiser. On va trouver une erreur. Oui, on va trouver une transformation pour déplacer la lecture de façon à minimiser la distance entre les paires de points qui ont été trouvées auparavant. Puis une fois qu'on a minimisé cette erreur-là, on refait des nouvelles associations de points, puis on va retrouver une nouvelle transformation. On itère comme ça jusqu'à temps qu'on soit plus capable de minimiser l'erreur entre la lecture et la référence. J'ai un petit diagramme ici qui nous montre un peu. Donc, c'est ça. On a notre nuage de points lecture ici, à gauche. On a un estimé initial qui peut, par exemple, provenir de l'odométrie du robot.
Donc, on va essayer d'aligner le mieux possible notre lecture avec notre nuage de points de référence, avec cet estimé initial-là. Ensuite, on va créer les paires de points qu'on pense qui correspondent entre les deux nuages de points. Puis, ensuite, on va minimiser l'erreur d'alignement entre ces paires-là qui ont été créées. Puis, on boucle comme ça jusqu'à temps que l'erreur soit minimale, l'erreur d'alignement soit minimale entre les deux nuages de points. En sortie, ça va nous donner la transformation qui aligne le mieux possible les deux nuages de points. Donc, la première étape, c'est l'association en paires des points. Disons qu'on a ici la référence en orange, puis la lecture en bleu. Donc, on va regarder dans les deux nuages de points, c'est quoi les points qui sont les plus proches. Ici, on voit que la plupart des points, à la première itération, la plupart des points des paires de points vont se trouver dans la section en bas à gauche du cercle orange. C'est pas grave, même si nous, on voit très bien qu'en fait, le point, je vais mettre le pointeur laser. OK. Ouais. OK. C'est ça. Nous, en tant qu'humain, on voit très bien qu'en fait, ce point-là correspond à ce point-là ici, puis ce point-là ici correspond à celui-là. Mais pour l'algorithme, c'est pas aussi facile que ça. Mais c'est pour ça qu'on va itérer, parce qu'on sait que ça se peut que les associations qui soient faites au début soient pas bonnes, mais au moins, ça va nous rapprocher de la bonne solution. Donc, au début, les associations, ça ressemble à ça. On va minimiser l'erreur, puis on va recommencer. Maintenant que le nuage de points bleus est à cet endroit-là, maintenant ce point-là, il va être associé à celui-là, celui-là à celui-là. On va refaire une autre minimisation d'erreur, puis maintenant, les deux nuages de points sont alignés. Donc, si on refaisait une troisième itération, ben, on verrait que la transformation qui minimiserait l'erreur serait l'identité, donc ça ne bougerait plus. Oui. Oh, excusez. Oui. C'est normal que dans la première et la deuxième itération, il y a des points, il y a plusieurs points bleus qui soient associés au même point rond. Oui, bonne question. Pour les gens en ligne, Dominique se demandait si c'est normal qu'il y ait plusieurs points bleus qui soient associés au même point orange. C'est normal. En fait, les associations vont se faire par rapport au nuage de points bleus. Donc, pour chaque point, on va trouver c'est lequel le plus proche d'un nuage de points orange, sans égard aux paires qui ont été effectuées, qui ont été formées précédemment. Donc ici, même si dans le nuage de points orange, ce point-là a déjà été associé à ce point-là, ben, quand on va aller voir le point suivant, on s'en fout. Si c'est ce point-là qui est le plus proche, on va quand même l'utiliser, puis on va former une paire avec lui. Bonne question. Merci. Puis c'est ça, en itérant, puis en minimisant l'erreur comme ça à chaque fois, on va finir par trouver la transformation qui aligne le mieux les deux nuages de points. OK. Là, maintenant que vous savez comment on effectue les paires, comment on crée les paires de points, il nous reste à trouver comment calculer cette transformation-là qui va minimiser l'erreur. On va utiliser une technique qui est souvent utilisée en informatique, en fait dans plusieurs problèmes, c'est qu'on va se définir une fonction d'erreur ou une fonction de coût, en fait. Par exemple, notre fonction de coût, ça va être à quel point, si j'additionne toutes ces distances-là, ça va me donner un coût qui est élevé dans ce cas-ci, puis qui est faible dans ce cas-là. Ici, la somme des distances entre les points, c'est environ 0. Ça veut dire que nos deux nuages sont parfaitement alignés. Tandis qu'ici, la somme des erreurs des paires est assez élevée, donc ça veut dire que l'alignement est mauvais. Puis ensuite, une fois qu'on a une fonction de coût qui est définie, il suffit d'utiliser des techniques de minimisation que les mathématiciens ont développées et qui fonctionnent très bien. Nous, on va juste chercher à trouver les paramètres qui vont minimiser cette fonction de coût-là. Ici, c'est la façon mathématique de le dire, mais en fait, c'est ça. Il existe différentes façons, différents algorithmes qui permettent de trouver les paramètres qui minimisent ce coût-là. Un des exemples, c'est la descente du gradient de la méthode de Newton. Ça dépend toujours du type de fonction de coût qu'on a, mais il y a différentes méthodes qui existent. Donc, c'est ça. Si on est capable de définir une fonction qui nous dit
si on lui donne une paire de nuages de points, une fonction qui nous dit le coût est élevé quand les nuages sont mal alignés, puis le coût est faible quand les nuages sont bien alignés, ben, on va être capable de trouver la solution. Oui, Dominique? La fonction de coût, elle a toujours cette allure-là? C'est ça quand même, ça va facile. Ouais, ben non, c'est ça. La question, c'est est-ce que la fonction de coût ressemble toujours à ça? Non. Ça ici, c'est un exemple jouet, là. C'est assez facile à minimiser, mais en pratique, tu sais, il va y avoir plein de zigzags comme ça, ça ne sera pas beau à voir. Puis, on va dire aussi que, euh, en fait, l'algorithme que je suis en train de présenter, ça s'appelle ICP, je ne sais pas si vous l'avez dit, Iterative Closest Point. Lui, il va trouver le minimum le plus proche. Si plus loin dans la fonction de coût, il y avait un coût qui était encore plus faible, mais nous, on n'irait sûrement pas à cet endroit-là parce que une fois qu'on a trouvé le minimum ici, il n'essaiera pas de remonter la pente. Donc, on dit que c'est un algorithme qui est sensible au minimum locaux. Euh, Puis, c'est ça. Typiquement, il faut que tes deux nuages de points soient assez bien alignés au départ de l'algorithme. Parce que s'ils sont extrêmement mal alignés, l'algorithme ne convergera pas correctement. Merci pour la question. Il existe différentes fonctions de coût qu'on peut utiliser pour faire l'alignement de nuages de points. La plus simple, c'est l'erreur point à point. C'est un peu celle que je vous avais présentée ici, là. On va calculer la distance entre chacune des paires de points, puis on additionne ces erreurs-là au carré. Ça va être l'erreur point à point. Le terme W, je vais en parler plus tard ici, mais pour l'instant, faites comme si c'était un 1. On va juste additionner les distances au carré entre les points. Pour ce qui est de l'erreur point à plan, en pratique, ça a été trouvé que c'est plus robuste. C'est presque le même principe, sauf qu'à la place d'additionner les erreurs au carré entre les points, on va additionner les erreurs projetées sur un plan. Donc là, j'ai pas trouvé de belles images qui représentaient ça, mais imaginez-vous que ma main, c'est un plan, puis j'ai un point qui se trouve ici, qui est devant mon plan. Peu importe le point est où au-dessus du plan, c'est pas grave, ça va être la même erreur. Puis la façon de minimiser l'erreur entre ce point-là et ce plan-là, ça va être de le coller sur le plan. Donc, si le plan est orienté comme ça, la transformation qui minimise l'erreur est vers là. Et si le plan est orienté comme ça, la transformation qui minimise l'erreur va être dans cette direction-là. Dans le fond, ça va être selon l'orientation du plan qu'on va trouver la direction dans laquelle minimiser l'erreur. C'est ça. Puis c'est l'erreur projetée sur le plan au carré aussi qu'on va venir additionner pour chacune des paires de points. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'algorithme ICP de base. Une fois, en pratique, c'est pas très robuste d'y aller juste comme ça. On va ajouter deux nouvelles étapes. Premièrement, souvent, en pratique, ça va être très utile de filtrer les nuages de points en entrée. Il y a différents filtres qui existent. En fait, un filtre, quand je dis un filtre, c'est juste on fait un traitement nuage de points pour le transformer d'une façon qu'on veut. Par exemple, une application typique, ça peut être d'enlever les points qui appartiennent au robot. Parce que vous, votre capteur LIDAR va être placé à l'avant du robot, mais dans les scans, il va sûrement voir le dessus du robot en arrière. Ces points-là appartiennent pas à l'environnement, donc vous ne voulez pas qu'ils se retrouvent dans vos scans quand vous allez faire votre recalage. Donc, typiquement, on va les enlever dans l'étape de filtrage ici. Puis, c'est ça. Une fois que les nuages de points sont filtrés, ils vont aller dans l'étape d'association en paire, comme on a vu auparavant. Puis, il existe aussi une étape qui permet de filtrer les paires de points qui sont aberrantes. Parce que, en fait, je vais vous montrer ici. Ici, les deux nuages de points, disons le bleu et l'orange, ne sont pas parfaitement... ils ne représentent pas exactement la même portion de l'environnement. Donc, ce point-là, dans le scan orange, c'est quoi le point le plus proche dans le scan en bleu? Bien, ça va être le point ici. Mais cette paire-là, en fait, dans la vraie vie, ce pas des points qui correspondent pour vrai. Donc, ça nous prend une façon de dire, ah, cette erreur-là,
n'est pas représentative de la réalité, on la tiendra pas en compte. On la prendra pas en compte. Donc, c'est à ça que sert cette étape-là, à choisir quelles paires de points sont pertinentes puis quelles paires de points ne sont pas pertinentes dans la minimisation de l'erreur. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, il existe différents filtres qu'on peut appliquer au nuage de points. Un des filtres qui est pertinent, c'est le filtre qui permet de calculer les normales de surface. Ici, on voit une surface en vert. Puis les points en rouge, ce serait par exemple un nuage de points, un scan qui a été pris de cette surface-là. Eh bien, sur le dessus de la surface, le vecteur normal pointe vers le haut, tandis qu'ici, on voit que la surface pointe plus vers le côté. Donc, selon où les points se trouvent sur la surface, le vecteur normal va pointer dans différentes directions. Cette information-là, par exemple, va être utile quand on va faire la minimisation point à plan, parce que le NK ici, c'est le vecteur normal. Donc, ça nous prend. Faut être capable de le calculer. Donc, les filtres vont permettre de calculer ça. Oui, Dominique? Ça, c'est beau, c'est comme une espèce de mèche, là, disons. Oui. Mais sur un nuage de points, un ensemble discret de points, comment tu fais pour calculer ces vecteurs-là? Là, Dominique me demande comment on fait pour calculer en pratique les normales de surface. Parce qu'effectivement, ici, ce qu'on voit, c'est une surface continue, mais nous, le leader va nous donner accès juste aux points en rouge. Comment on fait pour estimer le vecteur normal avec juste les points en rouge? On va utiliser les points avoisinants. Donc, disons qu'on fait le calcul pour le point que je pointe ici, là. On va regarder ses plus proches voisins, c'est quel point. On va arriver, mettons, avec, je sais pas, les 12 points les plus proches. Puis on va essayer de fitter un plan sur cet ensemble de points-là. Si on prenait tous les points ici, puis qu'on fitait un plan là-dessus, le plan pointerait environ dans la même direction que la flèche ici. Donc, ça fonctionne bien. Mais c'est ça, ça fonctionne pas toujours parfaitement, mais en pratique, en regardant les points avoisinants, on a une assez bonne approximation de la normale de surface. Merci. Ensuite, des filtres aussi qui permettent de filtrer la distance maximale. Si, disons, notre lidar il a une portée de 200 mètres, mais que notre ordinateur n'est pas capable de faire les calculs assez rapidement si on prend en compte 200 mètres, typiquement, on peut dire en fait, notre scan, je veux juste que tu prennes en compte 50 mètres autour du robot. C'est amplement suffisant pour se localiser à l'intérieur, disons. Puis sinon, filtre de densité maximale, si jamais il y a des portions du scan qui sont trop denses, on va pouvoir downsampler ces portions-là pour que la densité soit uniforme partout dans le scan. Ça, c'était pour l'étape de filtrage. Ensuite, si on regarde l'étape de filtre des paires aberrantes, il existe différentes fonctions qui permettent de détecter les paires aberrantes. La plus simple, c'est la distance maximale. On va dire si l'erreur entre deux points est si l'erreur entre deux points est plus grande qu'un certain seuil, on va dire que c'est une paire aberrante. Donc, disons, on sait qu'en pratique, nos nuages de points sont assez bien alignés. Donc, si une erreur de plus que 20 cm entre deux points, c'est sûr que ce n'est pas deux points qui correspondent. Donc, on va leur accorder un poids de 0 dans la minimisation de l'erreur. Il existe aussi la distance tronquée, c'est un petit peu plus sophistiqué. En fond, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à place d'y aller avec un seuil fixe, on va calculer le seuil en fonction du percentile de distance. On va mettre en ordre toutes nos erreurs de distance. Puis on va dire si notre erreur se situe dans les 10 derniers percentiles, ça veut dire qu'on se doute que cette erreur-là n'est pas qu'elle est aberrante. Même chose ici. Puis ça, c'est ce qu'on appelle des poids binaires. C'est parce qu'on va accorder un poids de 1 à certaines paires puis un poids de 0 à d'autres paires. Mais il existe aussi des poids continus, comme cette fonction-là ici, dans laquelle je n'irai pas en détail, là, mais juste pour vous dire que ça existe aussi des poids. On peut accorder des poids continus à des paires de points dans la minimisation d'erreur. Donc, pour faire le recalage de nuages de points, nous, au laboratoire, on utilise la librairie Les Point Matcher.
Ça a été développé par François Pomerleau pendant son doctorat. Puis, c'est ça, ça a été fait en C++. Puis, à la base, c'est indépendant de ROS, mais il existe aussi des nœuds ROS qui permettent d'interfacer justement la librairie avec ROS. C'est une librairie très facile à configurer. Il existe une banque de filtres qui sont déjà faits. Puis nous, on peut définir nous-mêmes quels filtres sont appliqués à notre nuage de points avant le recalage. Puis on peut lui dire quelle fonction de coût on va utiliser dans notre recalage, quel filtre de paire aberrante on va utiliser. C'est vraiment très personnalisable comme algorithme de recalage. Donc, c'est ça. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne le recalage de nuages de points. On peut s'attaquer au SLAM. Donc, c'est ça. Si on est capable d'estimer où on se trouve dans la carte avec le recalage, ben, on peut rajouter des points de plus en plus dans la carte. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence notre carte en disant, OK, mon premier nuage de points que je vais mesurer, ça va être ma carte de base. Puis moi, je me trouve à l'origine de cette carte-là en ce moment. Là, disons, le robot va se déplacer un peu, il va avancer. Il va se dire, OK, il va recaler son scan courant avec sa carte. En fait, sa carte, c'est juste son nuage de points précédent. Puis, en calculant la transformation entre les deux nuages de points, il va être capable de dire, par exemple, j'ai avancé de 20 cm. Puis, donc, ça, c'est la transformation ici. J'ai avancé de 20 cm. On va l'appliquer à notre nuage de points. Donc, maintenant, les deux nuages de points vont être alignés, puis on va les fusionner ensemble. Donc, maintenant, ma carte va contenir mon premier nuage de points, plus le nouveau nuage de points que je viens juste de mesurer. Puis, en avançant comme ça, on va être capable de se construire une carte de plus en plus grande, puis d'estimer notre déplacement dans cette carte-là. Ça, c'est un peu le fonctionnement de base des algorithmes de recalage. Et on voit ici un exemple. Au départ, on a notre carte en bleu, qui serait notre premier scan. En recalant la carte, le scan orange ici, on va l'aligner bien avec notre carte. Puis, dans le fond, la couleur change au bleu, ce qui veut dire que maintenant, ce scan-là qu'on vient d'aller mesurer, ben, il fait partie de la carte. Puis, on peut continuer comme ça ad vitam aeternam. Donc, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, ICP, la transformation qui va nous sortir, ça va être notre localisation. Puis, l'étape, une fois que le nuage de points est recalé, on va le fusionner avec la carte. Puis, à chaque itération, on va avoir une carte de plus en plus grosse qui va se construire. Donc, au laboratoire, on a une librairie de cartographie qui s'appelle Norlab ICP Mapper. Ici, ça ne devrait pas être mieux, ça devrait être librairie. Donc, Norlab ICP Mapper, un peu comme les point matchers, ça a été fait en C++, c'est indépendant de ROS, mais il existe un nœud ROS qui permet de faire l'interface entre la librairie et le reste des nœuds ROS. Ici, c'est une petite carte 3D qu'on a faite avec la librairie. Donc, vous, typiquement, je crois que c'est déjà ça que vous utilisez au vol, Norlab ICP Mapper ROS. Ça l'est justement le nœud ROS qui fait l'interface entre la librairie et ROS. Et vous allez avoir 3 fichiers de configuration pour paramétrer le mapper. Le premier fichier, ça va être les input filters config. Ça va être les filtres que vous allez vouloir appliquer avant le recalage des nuages de points. Ensuite, il va y avoir le fichier ICP config. Ça va être les paramètres d'ICP. Ça va être un fichier de paramètres de les point matcher parce que en dessous de la librairie de cartographie, ben, c'est les points matcher qui roulent. Puis enfin, le troisième fichier, c'est les map post filters. C'est les filtres qu'on va vouloir appliquer à la nouvelle carte après le recalage. Ben, une fois que le nouveau nuage de points a été intégré à la carte. Sinon, il existe d'autres paramètres qui sont plus globaux. Eux vont être passés directement dans le launchpad du node mapping. Donc, un peu les features de notre mapper. Il supporte les lidars 2D et 3D. L'estimé initial, comme je l'ai dit, ça prend un estimé initial qui aligne le nuage de points assez bien déjà avec la carte à la base.
Il peut provenir de n'importe quel capteur. Typiquement, on va se servir de l'odométrie du robot puis de l'IMU pour aligner, pour avoir un estimé initial sur la pose du nuage de point. Notre mappeur aussi supporte la cartographie à grande échelle. Oups, désolé. Ouais, c'est ça. Il supporte la cartographie à grande échelle parce qu'on va garder en mémoire juste une certaine région de la carte. Donc, même si on fait une carte de plusieurs kilomètres, c'est pas toute la carte qui va être utilisée tout le temps en mémoire. Donc, la puissance de calcul augmentera pas toujours avec le temps. Si on prenait en compte toute la carte à chaque fois, ben, plus notre carte serait grande, plus ça prendrait du temps pour calculer notre localisation, puis ça serait infernal. Ensuite, bon, comme je l'ai dit, il existe différents fichiers de configuration qui permettent de tout personnaliser le traitement. Puis, c'est un produit local. OK. Ça a été développé ici à l'Université Laval. Donc, pour faire fonctionner notre nœud de cartographie, qui est Norlab ICP Maparos ici, ça va vous prendre les librairies Librabo, les points matcheurs, puis Norlab ICP Mapper. Ça, c'est trois librairies en C++ indépendantes de ROS. Puis, ça va vous prendre les deux nœuds ROS suivants, les points matcheurs ROS et Norlab ICP Mapper ROS, qui permettent de faire le lien entre ces librairies-là et ROS. Elles sont disponibles en ROS 1 et en ROS 2, donc vous pouvez les utiliser sur tous vos robots. Ici, bon, c'est dur à voir, mais vous connaissez, je pense que Dominique en avait parlé pendant sa présentation de RQT Hosted. Ah oui, c'était pendant la présentation ROS. C'est ça. Dans le fond, ici, vous avez un TF-Tree. Ça a été pris sur notre gros robot jaune, là, le Warthog. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble typiquement. On va avoir le frame map, qui va être le frame global. L'enfant de map, ça va être le frame ODOM, qui provient de l'odométrie du robot. Puis ensuite, en dessous de ODOM, il va avoir le frame baselink, qui lui va se déplacer avec le robot. En fait, tous les nœuds de cartographie que je connais ont cette structure-là. Map, c'est toujours le parent de tous. Puis, il va être, en fait, va être le parent de DOM qui va être le parent de Baselink. La raison pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est que vous, quand vous allez démarrer votre odométrie, vous allez avoir juste ODOM et Baselink. Ben, typiquement, il va peut-être avoir d'autres sous-frames, là, mais les deux plus importants, c'est ODOM et Baselink. Et quand votre robot va se déplacer, il va avoir des erreurs d'odométrie. C'est là que le mappeur va entrer en jeu. Lui, il va publier une TF entre map et ODOM qui va juste venir corriger les erreurs d'odométrie de façon à ce que le frame map reste statique dans l'environnement, même s'il y a des erreurs d'odométrie. Euh, c'est juste pour que vous sachiez que c'est supposé ressembler à ça, là. Si ODOM est rendu en haut puis map est dans le milieu, c'est pas normal. C'est ça. Ici, on avait un exemple de, en fait, de cartographie qu'on a fait. Ça, c'est au DARPA. Les points en couleur, c'est la carte, tandis que les points en blanc, c'est le scan courant du LIDAR. On peut voir qu'au fur et à mesure que le robot se déplace dans l'environnement, il va venir rajouter des points dans sa carte. Puis, ce dont je vous parlais, là, la cartographie sur plusieurs kilomètres, on peut le voir ici, là, au fur et à mesure que le robot se déplace dans l'environnement, il va venir charger des parties de la carte. Là, ici, il vient de décharger cette partie-là parce qu'il est assez loin, donc il n'y en a plus besoin. Donc, ça permet de limiter le temps de calcul quand la carte devient grosse. Bon, donc ça, c'est comment fonctionne notre mappeur qu'on a développé au laboratoire. Ensuite, il existe d'autres mécanismes dans le SLAM qui permettent de rendre ça encore plus robuste. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'implémenter ça encore dans notre mappeur, mais il existe ce qu'on appelle la fermeture de boucle. Donc, quand le robot va venir revisiter des endroits par lesquels il est déjà passé, la fermeture de boucle va permettre, ici on en a un exemple, oui, je ne sais pas si ça marche. Bon. Ah oui, ok, la vidéo fonctionne. Ok, c'est ça. Dans le fond, on voit le robot ici se déplace
va venir construire une carte qui est de plus en plus grosse. On peut l'avancer. Ouais, hein. Il est là. On va essayer de l'avancer. OK. Donc, le robot se déplace, la carte est de plus en plus grosse. Puis, quand il revient à la fin, il y a une erreur. La cartographie n'est pas parfaite. Donc, le corridor qui est ici devrait être aligné avec le corridor qui est là, mais on voit qu'il y a une petite erreur de peut-être quelques mètres ici. La fermeture de boucle, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de détecter, hey, cet endroit-là, en fait, j'y ai déjà été, il se trouvait ici. Puis, quand il détecte une fermeture de boucle comme ça, il va venir rétro-propager l'erreur de façon à la minimiser partout dans la carte. Puis ça permet d'effectuer des corrections comme ça. Là. Ça s'est fait rapidement, là, mais on peut voir que tout d'un coup, le corridor vient snapper ouais, comme avec l'autre corridor ici, parce qu'on sait que c'est supposé être le même endroit, donc c'est supposé être pareil dans la carte. C'est ça. Sinon, autre chose importante à prendre en compte quand on fait de la cartographie LIDAR, c'est ce qu'on appelle le skew. En fait, typiquement, c'est rare qu'on va prendre des scans LIDAR sur place. On va souvent se déplacer avec le robot pendant qu'on scanne. Ici, on va activer mon pointeur. Ici, on voit que le robot avance pendant qu'il fait son scan de la salle. En fait, dans le référentiel du LIDAR, c'est comme si c'était la salle qui se déplaçait dans la direction opposée. Puis, lui, il ne sait pas qu'il est en train de se déplacer. Lui, il pense qu'en fait, l'environnement a cette forme-là. Vous voyez ici, le scan, c'est une salle carrée, là, mais le scan est un peu déformé à cause qu'il s'est déplacé pendant son scan. On voit ici. Puis ça, ce que ça va avoir comme impact, c'est que si on avait déjà une belle carte de l'environnement, on va venir essayer de recaler ce nouveau scan-là. Puis ça va créer une erreur de localisation. Ici, on voit que la flèche en rouge, c'est avec le scan avec une distorsion. Puis aussi, si après ça, ces points orange-là sont ajoutés dans la carte, ben, la carte va devenir moins sharp. Il va y avoir des murs vont être dédoublés ici. Donc, c'est important de prendre ces distorsions-là en compte. Il existe des nœuds de deskewing qui vont estimer le déplacement du LIDAR pendant le scan, qui vont venir corriger ces erreurs-là de distorsion. Ensuite, c'est ça. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la fusion de capteurs. Ça permet d'utiliser les avantages des différents capteurs en simultané parce que, comme je vous ai dit, un LIDAR, ça lui prend. En fait, les algorithmes de recalage comme ICP, ça leur prend un bon estimé initial du déplacement du robot pour pouvoir bien effectuer le recalage. Donc, pour ces estimés initiaux-là, on va utiliser d'autres capteurs comme les encodeurs de roue, les IMU, même les GNSS peuvent être utilisés pour faire ça. Puis c'est important, par contre, si on fait de la fusion de capteurs comme ça, de bien synchroniser les timestamps. Si notre LIDAR, son horloge interne est décalée de 2 secondes avec notre GNSS, il ne va pas utiliser les bonnes. Lui, il sera pas dans. Il va mal synchroniser les données du GNSS avec ses données à lui, puis il va mal estimer son déplacement à cause de ça. Donc, la synchronisation temporelle des données, c'est super important. Puis aussi, si on a trop de capteurs en même temps qui sont utilisés, ben là, même la bande passante peut devenir un problème. C'est ça, ici, on a une liste des capteurs qui sont utilisés typiquement sur un robot pour effectuer la localisation. Il va y avoir IMU, encodeur, GNSS, LIDAR, puis même les caméras peuvent être utilisées aussi pour estimer le déplacement. On va pouvoir utiliser des factor graphs pour inclure les contraintes qui proviennent de tous ces capteurs-là. Par exemple, ici, on va avoir une pose X1. Avec les mesures de l'IMU, on va être capable d'estimer une autre pose X2. Avec une autre mesure, une pose X3. Puis il se peut aussi qu'entre X2 et X3, on ait aussi une mesure de LIDAR. Donc, ça va venir rajouter d'autres contraintes par rapport au déplacement entre X2 et X3. Même chose, L1 peut nous donner des contraintes sur la pose sur X2, L2 sur X3.
et ainsi de suite. En fait, c'est ça. Un factor graph, ça nous permet juste d'inclure les contraintes de différents capteurs sur les poses qui sont calculées à différents instants. Mais ça, pas besoin de savoir comment coder ça. Il existe déjà beaucoup de librairies qui permettent de faire ça. Donc, en conclusion, le SLAM, c'est un problème très important parce que si vous vous souvenez, dans le diagramme de Venn, il y a la perception, le contrôle, puis la planification. Le SLAM est un peu nécessaire aux deux autres. Faut savoir on est où pour faire le contrôle, puis pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, il y a plusieurs locateurs. Juste avec des lidars, on va être capable de se localiser, mais souvent, ça va être beaucoup moins robuste que si on fait la fusion de plusieurs capteurs. Puis, le dernier point aussi, c'est, j'en ai pas parlé pendant ma présentation, là, mais quand on fait de la cartographie, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à tuner. C'est à force d'en faire qu'on s'habitue à tous ces paramètres-là, puis qu'on est capable d'identifier l'effet des différents paramètres. Des fois, c'est dur à identifier. Mais à force de mettre du temps là-dedans, on devient bon pour bien tuner les paramètres puis obtenir la cartographie robuste. Donc, ici, j'ai mis les liens des différentes librairies puis des différents nœuds ROS qu'on a. Puis aussi, ça, c'est quand même bien. On a fait un tutoriel de mapping dans le laboratoire qui vous montre un peu les différents paramètres qu'on peut utiliser dans NORLAB ICP MapROS. Ça peut être bien pour commencer. Puis sinon, il existe aussi les cours de François Pomerleau et de Philippe Giguère, Perception 3D pour véhicules autonomes et Introduction à la robotique mobile, qui vont plus loin dans ces sujets-là aussi. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté. Puis, est-ce que vous avez des questions?